Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cet espace de psychanalyse pour tous. Nous sommes mardi 12 mars 2024 et nous continuons ces rencontres du mardi à 21 heures. Donc ça fait déjà pas mal de temps que nous sommes au rendez-vous tous les mardis et nous continuons puisque ce dont il s'agit c'est de j'allais dire résister, mais résister, c'est pas exactement le mot, sinon de continuer, non, de pouvoir continuer l'importance, on va dire, de pouvoir continuer à réaliser ce qu'on a commencé à faire pour une raison quelconque, et que c'est très enrichissant de se maintenir dans les compromis, dans les engagements que nous avons commencé à prendre et de pouvoir les maintenir. C'est une grande satisfaction et en plus, non seulement c'est une satisfaction, sinon que c'est un grand apprentissage. C'est quelque chose qui est important parce que c'est ce qui va nous permettre d'apprendre, de continuer à apprendre. De Samy, bonsoir. De continuer, Céline, bonsoir. Oh, ici, je n'ai pas beaucoup de... Bon, je n'en ai pas beaucoup. Oh, ça c'est beaucoup, non? Bon, on va voir. Hop. Fidèle au poste, bravo Céline. Exactement, nous sommes tous fidèles au poste, enfin tous ceux qui seront là aujourd'hui. Alors attendez, parce que là il y a des trucs. Bon, ça ne se montre pas. Bon, je suis un peu trop illuminée ici, non? On va faire ça, voilà. C'est moi. Alors, je ne vais pas pouvoir, Olivier, bonsoir. Je vais devoir me connecter de l'autre côté parce que sinon, j'arrive pas bien à voir. Il faut dire. Donc, bienvenue. Alors, donc, le sujet de ce soir, le sujet que nous nous sommes proposés de voir ce soir, c'est l'angoisse. Alors, l'angoisse en psychanalyse, l'angoisse, Stéphanie, bonsoir, l'angoisse c'est un concept. Guy, bonsoir, c'est un concept en psychanalyse. C'est-à-dire que vous brillez, Clémence, eh ben oui, ben, pour une fois. Donc, l'angoisse est un concept. Ça veut dire, Sophie, bonjour, bonsoir. Marlène, attendez, je vois pas tout le monde. Marlène, bonsoir. Oui, là, je crois que je vais pouvoir le voir. Et quand je dis que c'est un concept, ça veut dire que quand on fait référence à l'angoisse en psychanalyse, on ne s'intéresse pas uniquement, Carlos, bonsoir, Malika, bonsoir, on ne s'intéresse pas uniquement aux sensations. Hein, que ce n'est pas la seule chose qui va nous intéresser, puisque l'angoisse, on la présente comme quelque chose de constitutif de la production, qui fait partie de la production de notre appareil psychique. Isra, bonjour. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est, Régina, bonsoir, et que si c'est quelque chose de constitutif qui va faire partie de cette production de l'appareil psychique, c'est quelque chose qui appartient à l'appareil psychique. Et Souleyman, bonsoir. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir. Donc, vous savez, je vous rappelle que vous pouvez déjà, dès maintenant, partager. Et Anaël, bonsoir. Et vous pouvez déjà partager cette vidéo sur vos réseaux, partager dans vos... Nathalie, bonsoir. Linda, bonsoir. Samia, bonsoir. Jessica, bonsoir. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup sur YouTube qui se plaignent des bonsoirs, mais ça fait partie de notre rencontre, ça fait partie de Psychanalyse pour tous, parce que, je répète, Psychanalyse pour tous, ce ne sont pas des cours, c'est pas une rencontre pour donner des cours. Donner des cours, il faut un engagement, un compromis, il faut avoir, comme on dit, pacté quelque chose avec quelqu'un, et ici, l'assistance est libre. À Lima, il n'y a aucun engagement, sinon seulement le mien, mais le mien d'engagement, c'est un engagement qui fait partie de ma formation de psychanalyste. Mélina, bonsoir. Annick, bonsoir. Donc il ne s'agit pas de cours, sinon qu'il s'agit de transmettre qu'est-ce que l'angoisse de castration. Donc il s'agit de transmettre, non, de certaines notions pour voir si justement après certains trouvent le désir de dire tiens, moi ça m'intéresse, je vais aller m'inscrire et commencer à étudier la psychanalyse de façon plus sérieuse et surtout commencer à s'analyser, qui va être le plus important. Arnaud, bonsoir.
Je vous écoute chaque semaine. Très bien, Arnaud. Bonjour Martine. Alors, Céline déjà demande l'angoisse de castration. Elle veut déjà savoir ce que c'est que l'angoisse de castration. Alors, on va pas tout de suite commencer par là. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être par ici. Oui, ça doit être mieux. Ça va être plus intéressant. Bon, parce que sur le téléphone, j'arrive pas à avoir. Donc, on va commencer, on va reprendre parce que vous vous rappelez qu'on a déjà fait référence, on a déjà parlé de l'anxiété, on a déjà parlé de la névrose d'angoisse. Donc, on s'est déjà plus ou moins rapproché du sujet qui nous concerne aujourd'hui ou qui va nous intéresser aujourd'hui. Que l'angoisse, c'est un état, c'est un affect. On dit c'est un affect, mais c'est un affect qu'on n'est pas obligé de sentir. C'est-à-dire que quand on parle, je répète, de Yasmina, bonsoir, Céline, bonsoir, quand je parle c'est un concept, c'est-à-dire que on doit le penser comme un élément de notre appareil psychique. Siam, bonsoir. Donc c'est l'affect par excellence, c'est-à-dire que ça va être l'affect de base, que sur tous les autres affects en fait vont dépendre de l'affect de l'angoisse. Et à la base, Freud il nous présente l'angoisse comme l'union qui est de sensations qui est de l'ordre de la série de plaisir, déplaisir. Pourquoi? Parce que au départ, on va voir qu'il y a plusieurs sortes d'angoisses. Après, on dit toutes les angoisses sont des angoisses de castration. Donc ça, c'est pour résumer, pour savoir que c'est la base. C'est à partir de là, c'est à partir de cette angoisse de castration que vont naître toutes les autres angoisses. Mais que toutes les angoisses, il y a différents types d'angoisses. Et donc, a priori, il y a ce qu'on appelle l'angoisse réelle. L'angoisse réelle, c'est l'angoisse qui est un signal. Bonsoir Claire. Bon, l'angoisse est toujours, on va dire, l'angoisse est toujours un signal. Mais quand on parle d'angoisse réelle, c'est-à-dire que c'est un signal qui vient montrer donc un danger, bien évidemment, un danger mais qui vient de l'extérieur. Parce qu'il y a les dangers qui viennent de l'extérieur et les dangers qui viennent de l'intérieur de l'appareil. Ce sont donc deux dangers. Et que dans les deux cas, l'angoisse, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un danger. On va voir quel type de danger, parce que quand c'est un danger, un véritable, si tout d'un coup dans l'immeuble il y a un incendie, on va dire que l'angoisse est un signal pour que, Saïda, bonsoir, c'est un signal pour que je sorte rapidement. D'accord? Et Felipe, bonsoir. Et il y a l'angoisse, on va dire, va aller ou comme signal, donc, pour passer à l'action, on va dire, ou sinon, ça va rentrer dans ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il va y avoir une manifestation sur le corps. C'est-à-dire c'est le signal de quelque chose, d'une augmentation de tension. Et l'augmentation de tension dans l'appareil, ça se manifeste par du déplaisir. Et que cette augmentation de tension, il faut que j'arrive à la décharger par une action. Et quand je ne suis pas capable de la décharger par une action, ben, cette angoisse va se manifester au niveau du corps, non? Comme on disait par exemple par des palpitations. Marie-Laure, bonsoir. Et ensuite, il va y avoir d'autres angoisses qui vont rentrer en jeu, par exemple dans les névroses de transfert. Comme on avait vu, la névrose de transfert, Elena, bonsoir. Dans les névroses de transfert, où il y a donc la phobie, l'hystérie, la névrose obsessionnelle, où l'angoisse va intervenir dans la production des symptômes. Donc il va y avoir aussi là. Mais dans tous les cas, on doit aussi penser l'angoisse comme quelque chose qui fait partie de notre vie de tous les jours, qui fait partie de quelque chose qui appartient à une certaine normalité. Quand elle sert, Angela, bonsoir, et Sandrine, bonsoir, Jean-Loup, bonsoir. Donc, l'angoisse participe donc dans la phobie, dans l'hystérie, dans la névrose obsessionnelle. L'angoisse va participer, mais en fait, par l'intermédiaire d'un symptôme. C'est-à-dire que le symptôme, en fait, va être un élément pour éviter de sentir l'angoisse,
pour la dissimuler. C'est-à-dire que dans les névroses de transfert, le symptôme, c'est une sorte de bouclier pour éviter l'angoisse. Sonia, bonsoir. Est-ce que l'angoisse est inconsciente parfois? Oui, l'angoisse est inconsciente. D'accord? Et très souvent, elle est inconsciente. Alors, des fois, elle peut se manifester. Il y a ce malaise, on va dire, l'angoisse, c'est la laitière des névroses. Ça fait joli, mais quoi, c'est la laitière des névroses, une vache? Un symptôme, n'importe lequel. Pouvez-vous nous citer un symptôme? Non, n'importe quel symptôme, il y a une participation. Par exemple, on va voir dans la névrose obsessionnelle, donc, quand on dit qu'il y a de certaines cérémonies, certains actes répétitifs que le sujet doit obligatoirement répéter, et il doit obligatoirement répéter, pourquoi? Parce que s'il ne répète pas, ben, il y a l'angoisse qui va se manifester, et que pour lui c'est pire. Donc il préfère respecter ces cérémonies, respecter ces rituels qu'ils vont répéter. La répétition des rituels est préférable pour lui que de voir surgir l'angoisse qui devient intolérable. C'est pour ça que on va parler d'angoisse automatique, par exemple celle qui va apparaître s'il y a un incendie, non? Mais les symptômes sont gênants aussi. Mais l'angoisse est pire dans ces cas-là. C'est pour ça qu'on va voir que bonsoir Jelena. Et donc l'angoisse automatique, c'est celle qui est en relation aussi avec la névrose d'angoisse, c'est-à-dire celle qui va se manifester par des symptômes au niveau du corps. Qu'en est-il de l'angoisse de mort? L'angoisse de mort, Freud dit qu'en fait elle n'existe pas. Non, Lisa, bonsoir. Elle n'existe pas l'angoisse de mort parce que nous ne savons pas ce que c'est que la mort. Nous ne savons pas ce que c'est que notre mort. Soumia, bonsoir. Non, Freud nous dit que nous n'avons pas de représentation, nous ne pouvons pas imaginer ce que c'est que la mort. Donc à chaque fois, l'angoisse de mort, c'est l'angoisse d'autre chose. C'est pour ça qu'on va voir qu'effectivement, comme dit Céline, c'est l'angoisse de castration, c'est pas l'angoisse de la mort, non, mais qui s'est déplacée. Parce que les possibilités, on va dire Malou bonsoir, Soumia bonsoir, peut-on parler de mode conjuratoire? Je ne sais pas ce que c'est, Guy. On peut avoir peur de la mort. Mais c'est la même chose. Non, ça n'existe pas exactement la peur de la mort. Quand on parle de peur de la mort, c'est qu'on parle d'une peur différente. Parce que les mécanismes dans l'appareil psychique, ils sont très intéressants, c'est qu'il existe ce mécanisme de déplacement. C'est-à-dire que Freud il va nous expliquer que nous avons la capacité dans notre appareil de réprimer certaines choses qui nous sont intolérables, pour X raisons, qui nous sont intolérables, et donc on va réprimer, mais on réprime l'idée, on réprime ce qu'on appelle la représentation, mais l'affect, on ne peut pas le réprimer. Donc il y avait et l'affect, donc on dit quelle est la différence entre angoisse et peur? Ben, l'angoisse est un concept, non? Lorsque l'on fait un rituel avant une action, donc pour éviter l'angoisse, non? Le rituel avant une action, c'est pour éviter l'angoisse. Non? Peut-on parler de mode conjuratoire? Non, c'est pas pour, c'est bon, d'une certaine façon, c'est pour éviter, non? C'est quelque chose qui va éviter. Mais comme certaines personnes, par exemple, ont besoin de se laver 20 fois les mains pendant la journée, et pas parce qu'ils se sont salis, sinon, non, parce qu'il y a une autre saleté, on va dire, autre chose, mais et qui est en jeu. Un patient dit, qu'est-ce que je vais devenir sans mon symptôme? Exactement, bleu lumière. Et ça, c'est à prendre en considération. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que dans le travail analytique, on ne doit pas s'occuper directement d'aller éliminer le symptôme en disant comme le patient vient et se plaint de son symptôme, ben, on va directement s'occuper de ça pour l'éliminer. Non, il ne s'agit pas de ça. Non, c'est-à-dire qu'il faut plutôt, Ignos, bonsoir, du Tchad, ce qu'il faut plutôt, c'est qu'il va devoir apprendre, avant d'éliminer le symptôme, à apprendre à vivre sans ce symptôme. Donc, Michel, bonsoir, Myriam, bonsoir. Céline dit, y a-t-il des différences de degrés d'angoisse? Il n'y a pas de différence de degrés d'angoisse, sinon il y a différents types d'angoisse. Bon, après, bien évidemment, la manière de vivre l'angoisse du sujet, c'est quelque chose de différent. Donc, il y a l'angoisse qui apparaît dans les névroses actuelles. Donc, dans les névroses actuelles, comme on a vu, la névrose d'angoisse, l'hypocondrie, on a vu la neurasthénie, tout ça, ce sont
des névroses qui sont en relation avec l'actualité du sujet, avec la sexualité actuelle du sujet, non? C'est-à-dire que Néléa, bonsoir, Samia, et l'angoisse est-il accompagnée de sensations de peur? L'angoisse peut être accompagnée de sensations de peur. Mais là, non, on s'intéresse, avec vos questions, on voit qu'on s'intéresse beaucoup aux manifestations de la conscience. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir écouter le patient, non? Et que, actuellement, là, comme maintenant, ce qu'on essaye de voir un petit peu, c'est au niveau théorique, quand on parle d'angoisse, de quoi on parle? Parce qu'on ne parle pas exactement de ce qui apparaît. Rappelez-vous que non, même la médecine souligne le fait qu'il n'y a pas de maladie, mais qu'il y a des malades. C'est-à-dire qu'une maladie, un symptôme, pour chaque personne, veut dire quelque chose de différent. Fatia, bonsoir. Mohamed, bonsoir. Donc, on disait que dans la névrose actuelle, la particularité des névroses actuelles, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répression. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ce phénomène d'Halal. Y a-t-il un lien avec le refoulement? Pour les névroses de transfert, oui. Mais pour les névroses actuelles, donc, il n'y a pas de refoulement. D'accord? Nidal, bonsoir. Sinon que c'est quelque chose qui vient directement de l'organisme. C'est-à-dire que la tension qui vient entendre de la musique ou des chansons connues dans sa tête est une manifestation d'une angoisse. Alors, ça dépend, il faudrait voir. Je ne sais pas. A priori, non, on ne peut pas savoir. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais faudrait écouter. Il faut écouter ce qui se passe à partir de là. Donc, qu'il y a cette augmentation, il y a l'angoisse morale et l'angoisse névrotique, exactement. Il y a l'angoisse morale et l'angoisse névrotique. Donc, on y arrive petit à petit. D'accord? Donc, il y a cette première angoisse qu'on appelle automatique, donc où il n'y a pas de mécanisme. L'angoisse dans le rêve serait-elle un désir? C'est-à-dire que l'angoisse, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne vient, elle se manifeste pour, non? Parce que pour éviter, en fait, un désir. On va voir que c'est pour essayer, justement, c'est ce qu'on va voir. Donc, il y a l'angoisse comme signal, face, non, et là, il y a la sensation de déplaisir, il y a qu'on se sent mal, le malaise, c'est le signal, c'est un danger qui vient de l'extérieur de l'appareil, et de l'autre côté, quand il s'agit d'un danger qui vient de l'intérieur, en fait, le signal prévient le sujet qu'il y a un désir, mais qu'il y a un désir, comme dans le rêve, Malou, qu'il y a un désir interdit, qui vient de l'intérieur de son appareil et qui veut se manifester. Mounia, bonsoir. Et qui vient se manifester. Donc, face à ce désir interdit à l'intérieur de l'appareil qui vient se manifester et qui veut se manifester dans la conscience, où le sujet serait du côté de la mélancolie. Dans quel cas? Parce que l'angoisse va participer évidemment dans toutes les structures. Et dans la mélancolie, l'angoisse, non, elle doit avoir une place particulière. Bon, on continue par ici, parce qu'on va voir que c'est pour cela que Freud va nous parler de la pulsion, du pulsionnel, non? De ce concept. On dit que la pulsion, c'est un concept qui est la limite entre le corps et le psychisme. C'est celui qui va unir, la pulsion, elle va unir, en fait, le psychisme et le corps, et le somatique, et elle va les séparer. C'est-à-dire qu'elle a la frontière. Et une frontière, bien évidemment, ça unit et ça sépare. Ça a ces deux fonctions. Donc, il y a, comme qui faisait référence à, je ne sais pas son nom parce que c'est en arabe et je ne lis pas l'arabe, il y a donc l'angoisse réelle, l'angoisse névrosée et l'angoisse morale, non, qui sont des réactions, donc toujours face à ce que le sujet va considérer comme un danger. Donc ça n'est pas obligatoirement un danger, comme par exemple dans la situation de la phobie. Dans certaines phobies, il y a des gens qui ont peur des petites araignées de la maison et pourtant il n'y a aucun risque. Mais pour le sujet, c'est quelque chose, c'est un danger qui se manifeste. Quel est le rôle de l'ATV dans le système de récompense et la différence entre plaisir primaire et secondaire? De l'ATV, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Bonsoir de Qatar, Ezedine. L'angoisse apparaît dans un danger irréel, la peur apparaît dans un danger réel. Alors, le danger irréel,
ça c'est relatif, non? Parce que s'il y a un incendie, le danger est réel. Et d'une certaine façon, si il y a la possibilité de la réalisation d'un désir interdit, c'est aussi un danger réel. C'est-à-dire qu'il y a la proximité d'un désir qui est interdit. Donc, le danger est réel et donc face à ça, il y a, mais ça c'est l'angoisse névrotique, non? Névrosée. Donc, et ensuite, on peut revenir sur l'idée que de l'angoisse générale. Quand on parle de l'angoisse générale, c'est ce qu'on a vu un petit peu quand on a fait référence à l'anxiété. C'est-à-dire qu'il y a qui se manifeste dans la névrose d'angoisse, c'est la personne qui ne sait pas attendre, hein, par exemple. Donc là aussi, il y a manifestation de l'angoisse et une angoisse qui va se sentir, parce qu'il y a l'angoisse qui se sent par le corps et il y a l'angoisse qui ne se sent pas. C'est-à-dire que justement, le symptôme est là pour couvrir, pour éviter toute sensation d'angoisse. Ce qui se passe, c'est que le sujet doit aller se laver les mains régulièrement. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose, non, c'est un symptôme puisqu'il ne peut pas, c'est un symptôme parce qu'il ne peut pas l'éviter. Et que c'est un symptôme parce qu'il ne peut pas l'éviter parce que ça remplace quelque chose d'autre, c'est-à-dire c'est quelque chose d'autre qui est en jeu. Hein. Comment évitons-nous l'angoisse, Mohamed, en se psychanalysant? L'angoisse, c'est la proximité du réel, c'est la proximité du désir sexuel infantile. On va voir. Mais on va voir de quoi il s'agit quand on parle de ça. Et donc, et ensuite, il y a Sarah Bonsoir, cette manifestation qui est très intéressante, qui est la manifestation de la phobie. Parce que la phobie, en fait, elle va, un danger intérieur, elle va le mettre à l'extérieur. Elle va le mettre à l'extérieur, pourquoi? Pour pouvoir l'éviter. Non, c'est une pratique de la phobie qui est très utile, c'est-à-dire que si j'ai peur des espaces ouverts, ben je reste chez moi enfermé. Et comme ça, je peux éviter. Hein. Et bonsoir Baya, tout désir non satisfait reste refoulé, peut engendrer l'angoisse. Et on va dire frustré, non? Le désir frustré peut engendrer l'angoisse. Et, et ensuite, donc il y a, donc on disait l'angoisse de la phobie, l'angoisse de la névrose d'angoisse, et ensuite il y a l'angoisse qui est propre à l'hystérie, par exemple, ou à d'autres névroses, et qui accompagne les symptômes, comme on disait, et, et, et donc la question, bien évidemment, on va dire, mais quel est véritablement le danger? Quel est véritablement le danger? Et comment concilier que cette angoisse est réelle, par exemple dans le cas des phobies, non, puisse apparaître dans des dangers extérieurs qui en fait ne sont pas de véritables dangers. Non, mais pour le sujet, ça l'est. Alors, on va voir que quand on refoule, quand on réprime face à certaines idées, certains souvenirs, par exemple désagréables, ou certaines situations que l'on est en train de vivre au présent, non, par exemple comme nous, quand on écoute, ou même moi quand je parle, on est là, et il y a peut-être certaines idées que nous allons refouler parce que elles viennent nous déranger. Non. Donc, il va nous dire que nous avons la capacité de refouler l'idée, non, d'éliminer, a priori d'éliminer. Mais en fait, elle ne s'élimine pas, sinon qu'on l'envoie dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire disparaître. Elle va se maintenir, mais dans l'inconscient. C'est-à-dire que le moi ne va plus avoir accès à cette information. Donc c'est la représentation. Par contre, l'affect, l'angoisse, ne peut pas être réprimé. Et l'affect dans l'hystérie, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se convertir, elle va apparaître sur une autre forme. Donc l'hystérique, en fait, ne va jamais parler d'angoisse dans son symptôme. Non, dans son symptôme, elle ne va pas faire référence à l'angoisse, puisqu'en fait, ça va être quelque chose qui va être caché sous le symptôme. C'est l'aire tegmentale ventrale. Je ne sais pas ce que c'est, hypnose. Je suis désolée. Donc, en tout cas, c'est pas quelque chose qui appartient à la psychanalyse. Donc, et
l'affect dans l'hystérie donc va être converti, va se transformer en un symptôme du corps. Non, on va avoir, par exemple, il y a certaines parties du corps qui peuvent être paralysées ou certaines manifestations sur la peau aussi qui peuvent se manifester. Donc, il y a certaines choses qui vont apparaître. Et en général, en plus, dans la particularité de l'hystérie, c'est que le sujet va, ah bah oui, oui, j'ai toute une éruption là sur la joue, mais bon, c'est rien du tout. D'accord? C'est-à-dire qu'il va y avoir la caractéristique dans l'hystérie, c'est qu'il y a une certaine indifférence à ce qui lui arrive. Mais il va y avoir cette conversion. Et d'un autre côté, il y a l'affect qui reste libre, et que l'affect qui reste libre, c'est-à-dire qu'il ne va pas ni se dériver ni se coller à une autre représentation, peut se manifester donc en angoisse. Et donc on dit que la cause la plus commune, on va dire, de la névrose d'angoisse, c'est l'excitation frustrée. D'accord? Donc ça c'est important, c'est-à-dire une excitation de la libido qui a été provoquée, qui n'a pas été satisfaite, c'est-à-dire qui n'a pas été utilisée. Non? Et au lieu d'être utilisé, ben, il va se manifester l'angoisse. Donc dans le cas de la névrose d'angoisse, sur quelque chose du corps. Euh, Où cette libido va se manifester, cette libido insatisfaite va se manifester directement en angoisse. Et c'est ce qui permet à Freud de dire, écoutez, ça c'est très intéressant, il dit, ce qui inspire la crainte, ce qui inspire la peur, c'est clairement notre propre libido. C'est-à-dire de ce dont nous avons vraiment peur, ce n'est pas de la mort. Ce dont nous avons peur, c'est de notre propre libido, par exemple. Donc, quand on parle de l'angoisse qui est un signal, qui nous prévient, comme on disait, qu'il y a un désir qu'ils ont présente dont on ne veut rien savoir. Alors ça peut être un désir interdit ou simplement un désir que nous ne sommes pas capables d'accepter, d'assimiler et de prendre en considération, de dire oui, je désire ça. D'accord? Donc au lieu de dire oui, je désire ça, je ne vois même pas le désir, sinon que je réprime tout de suite. Non? Je réprime, donc il y a ce mécanisme qui va rentrer en jeu. Hein, et qui est un mécanisme, le refoulement, c'est un mécanisme qui était propre, qui est propre à ce qu'on appelle les névroses de transfert. Donc, comme on a dit, les phobies, l'hystérie, la névrose obsessionnelle. Hein. Et ensuite, il y a, pour différencier, cette angoisse morale. Hein. Et alors, il y a, si le danger, non, parce que vous vous rappelez que nous avons un appareil psychique, et dans l'appareil psychique, il y a plusieurs instances. Mais il y a le ça, il y a le surmoi et il y a le moi. Et que ces différentes instances sont en relation l'une avec l'autre. Que le ça est complètement inconscient, non, complètement inconscient. Que le surmoi, il y a une partie qui est consciente et une autre partie qui est inconsciente. Et pareil pour le moi. Une partie est consciente et une autre partie est inconsciente. Et que toutes ces différentes parties, bon, sont en relation les unes avec les autres. Et le moi, c'est celui qui doit s'occuper d'organiser pour que chacun puisse réaliser en fait ses désirs, puisqu'en fait ils ont des désirs différents, chaque instance a des désirs différents, et il faut que tout le monde soit content avec ça. Et celui qui est responsable de gérer ça, en fait, c'est le moi. Hein. Donc Simona, bonsoir. Et donc il y a le danger, il y a un danger qui peut venir du ça, non, c'est-à-dire de notre système inconscient, c'est-à-dire de notre désir sexuel infantile et refoulé, qui cherche à s'exprimer, qui cherche à se manifester. Et là, c'est quand on parle d'une angoisse névrosée. Hein. Par quel moyen peut-on convertir cette angoisse et se débarrasser de ses effets? Par une psychanalyse. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un danger, dans le cas quand le danger vient du ça, ce n'est pas un danger extérieur, bien évidemment, mais c'est un danger qui vient du ça, qui est un désir, et que c'est ce désir infantile, en fait, qui est le danger, ce désir infantile et réprimé. Mais quand il s'agit d'un danger qui vient du surmoi, alors le surmoi, c'est l'instance morale. Et comme nous sommes tous très moralistes, non, eh ben, cette angoisse, elle intervient
régulièrement pour juger. C'est notre conscience morale qui vient juger pour savoir si ce qu'on a fait c'était bien, si ce qu'on n'a pas fait c'était bien, et qui vient juger, non? Et qui va donc, selon le jugement que nous allons recevoir, elle va nous attaquer et donc nous punir. Et l'angoisse en elle-même peut être, dans certains cas, une punition en elle-même. C'est-à-dire que souffrir d'angoisse, ça peut être la punition qui vient, donc, qui a été établie par le surmoi. Alors, une autre chose, c'est ce que va nous dire Freud. Alors, je vais voir parce que là, ils disent qu'il y a... Ouais. Donc, ce que va nous dire Freud, c'est que le moi, non, que le moi, c'est le siège de l'angoisse. Et que le moi, c'est le seul qui peut produire et sentir l'angoisse. Donc, il peut la produire d'un côté et la sentir de l'autre, non? C'est-à-dire que tout va dépendre de la relation du moi avec les autres instances. Comment il va répondre sur moi, que lui dit attention, c'est pas bien ce que tu as fait. Comment il va répondre à ça? Comment il va répondre au désir du ça qui veut cherche toujours à s'exprimer, cherche toujours à s'exprimer. Comment le moi, c'est pour ça que c'est une instance importante, le moi. Fernand, bonsoir. Et, et donc il va dire que dans les névroses de transfert, bien évidemment, il y a une relation très importante, en fait, dans le développement, non, dans la relation entre le développement de l'angoisse et la production du symptôme. Et c'est-à-dire qu'ils vont se représenter ou se remplacer mutuellement. Hein. Et dans le sens de la phobie, par exemple, non? Dans celui qui souffre d'agoraphobie, par exemple, et il dit celui qui souffre d'agoraphobie, par exemple, peut-on être libéré de ces symptômes d'une façon définitive? Chez l'être humain, Olivier, il n'y a rien de définitif. La seule chose définitive, c'est la mort. Le reste n'est jamais définitif. C'est pour ça qu'on va dire, par exemple, une chose et encore, une chose, on va dire, qui va nous aider, non, pour eux, c'est de continuer son analyse. Donc, le plus important, c'est de pouvoir continuer son analyse pour pouvoir gérer, en fait, si tout d'un coup, il y a des situations où le sujet se retrouve dans des situations où il y a des difficultés, puisque, en fait, il n'y a que le complexe d'Oedipe n'est jamais, y est toujours présent, que l'angoisse de castration, elle va toujours être présente. Donc, j'ai beau, il n'y a pas un apprentissage où on va dire, j'ai appris à faire face à l'angoisse de castration, maintenant, ça y est, c'est bon. Non. Sinon que l'angoisse de castration, elle va se manifester dans ma vie, dans, euh, très souvent, elle va réapparaître, et moi, je dois, non, à chaque fois, voir comment je vais réagir à ça. L'agoraphobie est donc l'agoraphobie, il dit que, en fait, l'agoraphobie, elle commence quand il y a eu une première fois où tout d'un coup, il y a eu un accès d'angoisse dans la rue. Et le sujet, donc, est parti se réfugier à la maison et il reste à la maison pour se protéger de cette possible angoisse qui se manifesterait si le sujet sortait. Hein, on va dire. C'est pour ça qu'il va créer le symptôme de l'agoraphobie comme une inhibition, en fait, pour se mettre à distance de euh, de cette possible angoisse qui peut se manifester. Hein. Donc de la même façon, dans les actes obsessionnels, non? C'est-à-dire que si on empêche le sujet de réaliser, non, ces cérémonies de nettoyage, par exemple, et on va provoquer, bien évidemment, il va y avoir un état d'angoisse qui est intolérable pour le sujet. C'est-à-dire que, non, parce que comme on soulignait, c'est-à-dire qu'il préfère sa cérémonie à la manifestation d'angoisse. C'est-à-dire que c'est une angoisse intolérable pour lui. Hein. Et donc il dit, on pourrait penser que le développement d'angoisse, c'est la première chose qui se manifeste et que la production de symptômes est secondaire, comme si les symptômes étaient créés pour éviter l'explosion de l'état d'angoisse. D'accord? Magali, bonsoir. Alors il va dire, euh, alors,
quand on parle d'angoisse constitutive, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on parle d'angoisse constitutive? Ça veut dire que l'angoisse va participer à la production de notre appareil psychique, puisque nous ne naissons pas avec notre appareil psychique, sinon que notre appareil psychique va se produire, non? Comme d'autres choses, c'est-à-dire que nous naissons aveugles. Donc la vue, non, on va l'acquérir petit à petit avec le contact avec la lumière. C'est-à-dire que le système immune, c'est le système immune du bébé n'existe pas au départ, où il ne fonctionne pas. Non, et le système immune que le bébé va utiliser, c'est celui de la mère, non, puisque à ce moment-là, ils ne font qu'un. Hein, Nadia. Donc, nous allons rappeler cette chose qui est essentielle et que ce n'est pas la psychanalyse qui l'a découverte, bien évidemment, mais qui est d'une extrême importance pour comprendre l'être humain de façon générale, c'est-à-dire par quoi il a dû passer et ce qui a laissé des traces, évidemment, mais c'est des traces de sa constitution, pas des événements particuliers qu'il a vécus, sinon des traces de sa formation. Et, comme on avait déjà souligné, on faisait référence à la vulnérabilité du bébé, hein, au fait que le bébé, dans tous les cas, il naissait prématuré. Prématuré dans le sens où, si on nous abandonne, hein, en tant que bébé, non, c'est-à-dire que nous savons que tous, nous sommes ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de nous. Bien ou mal, il y a quelqu'un qui s'est occupé de nous. Et qui nous a sauvé la vie, qui nous a donné la vie et ensuite qui nous l'a sauvé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a obligatoirement quelqu'un qui doit intervenir, s'occuper de nous pour que nous puissions grandir. Non? C'est-à-dire qu'on nous sauve la vie en nous donnant à manger, en nous berçant, en nous couvrant, etc. Et c'est ce qu'on appelle, non, la personne qui va réaliser ce travail, parce que c'est un travail. Agatha, bonsoir. Nakoum, bonsoir. Naoum, pardon, bonsoir. C'est un travail à réaliser. On dit que ce travail à réaliser, c'est la fonction mère qui va réaliser ce travail. Et à cause de ce travail que va réaliser en fait cette fonction mère, en fait, l'enfant, le bébé, l'enfant, va attribuer à cette personne qui lui a sauvé la vie, elle peut sauver des vies. C'est-à-dire, on va lui attribuer des choses. Pourquoi? Parce que le bébé ne pouvait rien. Donc, il va attribuer à cette fonction mère des choses qu'elle n'a pas, mais que lui, il considère qu'elle a. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est-à-dire qu'il va lui donner un pouvoir à cette fonction mère, il va lui donner un pouvoir inexistant chez cette fonction mère ou chez cette mère, on va dire, qui est inexistant, mais pour le bébé, si, ça existe. Hein? Et puisqu'en fait, non seulement elle lui a sauvé la vie, sinon qu'en plus elle était capable, dans certains cas, de le tranquilliser, d'être là, non, pour couvrir tous ses besoins, etc. Donc cette attribution que l'enfant va faire à la mère n'est pas dans l'enfant ni dans la mère, c'est une attribution. Et c'est pour ça qu'on va parler de cette attribution qui n'appartient en fait à personne, qui n'existe pas. Non, c'est comme quelque chose d'imaginaire, et c'est ce qu'on va appeler le phallus. Le phallus, c'est quelque chose qui n'appartient à personne, c'est cette attribution. C'est pour ça qu'on va parler de cette mère phallique. Et nous avons tous eu une mère phallique. C'est-à-dire que nous avons tous eu cette mère qui, à un moment donné, avait cette capacité, ou que nous pensions qu'elle avait cette capacité de couvrir tous nos besoins, et donc de tout pouvoir. Et qu'en plus, à ce moment-là, dans cette constitution, il y a cette union de cette cellule narcissique, non, dont on parle de cette cellule narcissique entre l'enfant et la mère, où l'enfant est persuadé que avec la mère, ils ne font qu'un. C'est-à-dire qu'elle n'existe que pour lui. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que toutes ces idées de l'enfant, même s'il n'est pas capable exactement d'en parler, il en parlera ensuite en adulte, ou non, il y en a certains qui continuent à en parler comme ça, c'est-à-dire qu'il y a cette attribution qu'il va faire à la mère, c'est-à-dire qu'il va construire, et que nous l'avons tous fait, une mère phallique. C'est-à-dire une mère idéale, et que c'est cette mère que l'enfant a construit, cette mère phallique.
Mais bien sûr, la mère phallique, elle ne va pas rester phallique très longtemps, puisque l'enfant va grandir et rapidement, il va se rendre compte que, en fait, cette mère, donc il avait mis tant d'attributs sur cette mère, mais en fait, elle n'a pas autant de pouvoir qu'il l'imaginait. Et mais dans cette relation amoureuse, donc l'évolution, on va dire normale de cette relation, c'est que l'enfant donc va se rendre compte petit à petit que ben, la mère, elle désire autre chose que lui. Que lui, ce n'est pas le seul désir que la mère a. Donc au début, il y croyait que lui, il était la seule chose que sa mère désirait. Et petit à petit, il va se rendre compte que non, qu'il y a d'autres éléments dans la vie de ma mère qui font qu'elle désire autre chose que moi. Hein. Et on dit que ça, c'est quelque chose qui est très dur. C'est un moment très dur pour l'enfant de se rendre compte donc, que c'est les premiers moments de jalousie. Quand il va voir que sa mère, elle se tourne et qu'elle parle à quelqu'un d'autre, que la mère, elle s'intéresse à quelque chose d'autre, que la mère doit partir pour aller travailler. Donc, il y a ce moment qui est dur et qui est indispensable, où l'enfant doit passer par ce moment pour justement se rendre compte que si elle a besoin d'autres personnes, elle, donc je dois lui désattribuer tous ces pouvoirs que je lui ai donnés. Je dois lui enlever ce phallus que je lui ai placé, donc puisqu'elle était si idéale, si sublime, je dois lui enlever le phallus, je dois lui enlever cette attribution. Elle a besoin d'autres personnes que moi. Non. Donc on va voir, c'est là où on dit que la fonction père a tant d'importance. Nous arrivons à l'angoisse, hein, n'oublions pas. Donc ce n'est pas l'angoisse de séparation, Agatha. On ne parle pas justement d'angoisse de séparation, parce qu'il ne s'agit pas d'angoisse de séparation. Non, c'est pas l'angoisse de séparation du tout. On parle d'angoisse de castration, qui est bien différent, parce qu'il ne s'agit pas de se séparer de la mère. Il s'agit de désattribuer à la mère le pouvoir qu'on lui avait donné. Et des fois, non, il y a des gens qui n'y arrivent jamais et qui vont mourir toujours avec l'idée que leur mère était phallique. C'est-à-dire que c'est un travail qui ne se fait pas naturellement, que ce n'est pas quelque chose que le sujet va faire naturellement. C'est un travail à réaliser cette désattribution. Parce que le fait de critiquer sa mère, ça montre bien qu'on continue à penser qu'elle devrait être autrement. Ça continue à penser qu'on lui reproche qu'elle n'est pas phallique. Donc on pense encore qu'elle devrait l'être. Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Désattribuer non, ce phallus à la mère, c'est un travail. Donc je dis que quand on critique, non, que c'est le cas encore de beaucoup d'adultes qui critiquent la maman, pourquoi? Parce qu'on le critique en disant, bah alors, ce que je croyais, ce n'est pas. Elle a plein de défauts, ma mère. Et en plus, elle est insupportable, et en plus, elle est ceci, et en plus, elle est cela. Non, c'est-à-dire que je continue à être en opposition avec l'idée que j'avais de cette mère phallique. Alors, quand on va parler de cette désattribution, en fait, cette désattribution, c'est ce qu'on appelle la castration de la mère. Je dois castrer la mère, c'est-à-dire lui enlever le phallus. La désattribution, c'est lui enlever le phallus que je lui avais mis. Et ça s'appelle la castration maternelle. Donc la castration en psychanalyste, ce n'est pas quelque chose qui a lieu sur le sujet, sinon que la castration, c'est toujours sur la mère phallique. C'est la mère phallique que je dois castrer. C'est-à-dire que je dois cesser d'attribuer des choses à cette femme qui a eu besoin d'un homme et d'avoir des relations sexuelles pour, comme tous les animaux, pour produire un bébé. Non. Donc l'angoisse, pour la psychanalyse, on disait qu'elle était constitutive. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie, l'angoisse. Quand on dit qu'elle est constitutive, c'est-à-dire qu'elle va faire partie, et on y arrive, qu'elle va apparaître dans la production de cette castration, justement la castration de la mère. Donc ce n'est pas quelque chose de mal qui arrive au sujet, puisque l'angoisse, en fait, parce que c'est seulement avec l'angoisse que va se produire la castration. Donc nous avons besoin de l'angoisse pour pouvoir castrer la mère. Donc c'est face à l'angoisse que le sujet, qui n'est pas disposé à abandonner cette relation qu'il a eue avec sa mère, parce
que c'est ça le drame. C'est que le sujet ne veut pas se séparer. Donc on le menace. On le menace. Et c'est là où intervient la fonction père. Non, on le menace d'une manière ou d'une autre. On le menace en lui disant non, ça ce n'est pas possible. À chaque fois qu'on dit non aux parents, c'est plutôt positif si on est en opposition avec la mère. Mais un adulte en opposition avec la mère, non, c'est être en opposition avec la mère à l'âge adulte, c'est une situation infantile, non? C'est la castration qui permettrait la création du sujet, la castration de la mère phallique, d'accord? L'angoisse de castration s'origine dans le retrait du statut phallique de la mère. Non, l'angoisse de castration, en fait, c'est l'angoisse de castration, c'est l'angoisse, c'est celle qui produit la castration. D'accord? C'est-à-dire que face à l'angoisse, le sujet va dire OK. Donc face à l'angoisse, le sujet va dire il est disposé à abandonner cette relation avec la mère. Et le problème de la relation avec la mère, c'est pas de l'amour, c'est que c'est la première relation qui l'a fait jouir. C'est la première relation de ses grandes satisfactions. D'accord? Donc, mais il va devoir se séparer. Il va devoir abandonner cette relation. Et pour abandonner cette relation, il va se diviser. Il va produire l'appareil psychique. C'est-à-dire que la relation avec la mère va devenir inconsciente. Donc il va continuer sa relation avec la mère, mais dans l'inconscient. Hein? Grâce à ce mécanisme du refoulement. Donc il y a ce refoulement qu'on appelle le refoulement primaire, qui est le premier refoulement qui va établir et fonder l'appareil. Et c'est à ce moment-là, donc, grâce à l'angoisse de castration, que le sujet va se diviser. C'est-à-dire qu'il va y avoir division grâce au refoulement. Diviser comment? En conscient et inconscient. C'est grâce à ça. Et que cette division n'est pas possible sans angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse est liée à cette opération. Et c'est l'opération qu'on appelle en fait l'angoisse de castration. Et c'est pour ça qu'en psychanalyse, on va dire qu'à chaque fois qu'il y a, que le sujet va manifester de l'angoisse, on va dire qu'il sent de l'angoisse, c'est en relation avec cette angoisse de castration, avec l'angoisse de cette désattribution en fait. Et on va dire qu'il ne s'agit absolument pas de séparation de la mère, sinon que ce qui réellement angoisse le sujet, c'est être proche du désir incestueux. C'est ça qui angoisse. C'est pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'avec notre mère, qu'on devait abandonner notre mère. Et en fait, l'angoisse apparaît à chaque fois que je me rapproche de vouloir me rapprocher de cette mère, c'est-à-dire de ce désir incestueux. L'angoisse, c'est le signal qui vient nous dire attention, vous êtes trop proche de cette mère phallique, de la mère phallique, vous êtes trop proche de la mère phallique, et on ne parle pas de kilomètres ni de centimètres, sinon qu'on parle d'une opération psychique. D'accord? Donc, l'angoisse, en fait, c'est donc, c'est-à-dire que pour qu'ait lieu la castration, qui est indispensable, bien évidemment, pour pouvoir vivre, sans trop de symptômes, l'enfant doit accepter qu'il y a eu un père. Et que c'est le père ou la fonction père qui lui dit, le premier qui lui dit non, avec ta mère, ce n'est pas possible. Et l'enfant doit accepter qu'il vient, parce qu'on va dire oui, on l'a accepté au niveau de la logique, au niveau de notre raison, au niveau de notre discours conscient, mais au niveau psychique, parfois on n'a pas accepté que nous provenons d'un père et d'une mère, et que nous ne sommes pas une partie du corps de la mère, sinon que nous sommes le résultat d'une relation sexuelle. Et que nous sommes le résultat d'une relation sexuelle qui est en relation avec notre mortalité. Parce que nos parents se sont reproduits. Pourquoi? Parce que nous sommes mortels. Et donc, quand on va nier la castration maternelle, c'est-à-dire qu'on va continuer à être en relation avec cette mère phallique, en fait, ce qu'on nie, c'est notre propre mortalité. D'accord? Donc, ce qu'on nie
ce qu'on nie du verbe nier, ce qu'on nie, c'est notre propre mortalité, et en plus, tout ce qui dérive, parce que cette angoisse de castration, cette castration, ce complexe de castration par lequel nous devons tous passer, et qu'en fait, qui n'est jamais terminé. Parce que demain, on se retrouve dans une situation où ce complexe de castration est de nouveau en jeu. Ce n'est pas que c'est quelque chose que l'enfant doit passer et puis après c'est fini. Je répète parce que c'est très important, c'est pas quelque chose, le complexe de castration, on le passe une première fois dans l'enfance. Mais à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose d'important dans notre vie, on va se retrouver, non, face à cette situation. On peut se retrouver face à cette situation de la castration, parce qu'après, la castration, elle va prendre chez chaque sujet, non, par exemple, les grossesses chez certaines femmes peuvent être vécues comme une castration, alors que ça n'a rien à voir, bien évidemment, mais pour certaines femmes, pas pour toutes, hein, pas du tout, non, mais ça peut être vécu comme quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est pour ça qu'on parle de ce post-partum, non, qui est en relation un petit peu comme si tout d'un coup elle était passée. Mais la castration, c'est la castration de la mère phallique, pas la nôtre. D'accord? Mais en castrant la mère phallique, je deviens mortel. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose, donc que c'est quelque chose c'est un travail, réussir, parce qu'en fait quand je castre ma mère, bon c'est une terminologie un petit peu brutale dans le sens où c'est un mécanisme psychique, c'est-à-dire je lui désattribue, non, tout ce que j'imaginais en tant qu'enfant et que j'ai continué à penser à l'âge adulte. Parce que quand on voit, non, quand on écoute les patients, non, qui parlent, ou ces patients qui parlent au ton de la maman, par exemple, on voit qu'il y a quelque chose qui est en jeu avec cette mère phallique. Parce que sinon, à l'âge adulte, bon, la mère, c'est cette dame, vieille dame, qui de temps en temps intervient dans notre vie et qu'il faut apprendre à gérer. Non, mais qu'elle ne devrait pas avoir un rôle aussi important dans notre vie. Non, ce n'est pas, il n'y a pas de raison, je veux dire. Mais la raison, c'est qu'on continue d'une certaine façon à la voir, non, penser cette mère phallique. On n'a pas fini par, on l'a pas désattribué. On n'a pas fini la désattribution. Et on peut voir aussi la castration, par exemple, quand on pense que les autres, et nous avons tendance aussi à penser ça, que l'autre nous appartient. Quand nous commençons une relation amoureuse, non, quand nous sommes en couple, on pense que l'autre nous appartient. Et non seulement on pense que l'autre nous appartient, sinon qu'on appartient à l'autre. Non, et on parle de l'autre, on critique l'autre aussi comme s'il nous appartenait. Et ça, c'est la castration qui n'a pas été faite. Parce que si, non, que l'autre ne va jamais m'appartenir. L'autre, c'est un autre être humain qui ne peut pas m'appartenir. Alors quand je tombe dans ce piège-là, c'est pas une question d'idéologie, c'est une question de cette désattribution. Je ne suis pas mortel. Je pense que les personnes peuvent s'appartenir. Je pense que je peux appartenir à quelqu'un et je pense que l'autre peut m'appartenir. Donc c'est aussi en relation. Non, donc il y a beaucoup de choses qui sont en relation. D'ailleurs, on devrait faire un directement sur le complexe de castration, parce que c'est un élément très important en fait, parce que si c'est en relation, la castration, le complexe de castration, c'est en relation avec notre situation de mortel. C'est pour ça que c'est si important. Non, c'est pour ça que c'est pas quelque chose où on dit ça y est, moi je vis comme un mortel. Non. Aujourd'hui je suis mortel et demain je fais quelque chose comme un immortel. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est acquis pour toujours. Sinon que c'est quelque chose à chaque fois, non, on va dire, et à chaque fois que va se présenter l'angoisse, on va dire attention, c'est le signal. Non? Donc beaucoup de personnes n'ont pas réussi leur castration. Or, c'est pas réussir sa castration, non, sinon c'est ne pas avoir fini de désattribuer ce pouvoir à la mère. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, il continue à vivre, le petit garçon, la petite fille, non, continue à vivre, mais pas tout le temps. Non, parce que, n'oublions pas, nous ne sommes pas tout le temps une seule chose et uniquement, sinon que quand on parle de la mère, ben oui, ben tout d'un coup on parle, mais non, que je veux dire que ce sont des choses que nous sommes beaucoup plus complexes que l'on ne pense et nous sommes beaucoup plus, comment on va dire, amples, grands. Il y a beaucoup plus de choses dans notre vie que ce que nous sommes capables de sentir ou de voir de notre propre vie. Nous avons
Non, que le poète dit que l'être humain ne connaît pas l'ampleur de ses ailes. L'être humain ne connaît pas encore, et je ne sais pas s'il le connaîtra un jour, l'ampleur de ses ailes. C'est-à-dire l'ampleur, la capacité que l'être humain il a. Non, parce que je veux dire que vivre comme mortel, c'est une chose qui est très intéressante dans le sens où ça nous permet de vivre la vie. C'est notre mortalité nous met en relation directe avec la vie. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est-à-dire que, parce que sinon, on vit comme un immortel. Donc, vivre comme un immortel, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne va pas faire, parce qu'on est immortel. Alors que quand on est mortel, ben, il y a plein de choses, on va vivre d'une façon beaucoup plus intense. On va dire, la vie est beaucoup plus intense quand on vit comme mortel. Hein. Quel est l'impact sur la mère une fois qu'on lui désattribue ce pouvoir phallique? Oui, ou peut-être que le père n'est pas intervenu pour finir la castration. Mais le père, ce n'est pas monsieur. Ce n'est pas le monsieur qui a fabriqué, d'accord? Le père, c'est une fonction qui, d'une certaine façon, non, nous avons tous eu un père dans le sens où nous savons tous qu'avec maman, c'est pas possible. Qu'avec maman, c'est interdit, nous le savons tous. Mais face à cette interdiction, nous avons tous une relation différente avec l'interdiction, avec la loi. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent oui, oui, je sais, c'est pas possible, mais je le fais quand même. Hein. Ou il y en a qui, au contraire, s'interdisent de le faire et à chaque fois qu'ils s'approchent un petit peu de ce désir, ils se punissent terriblement, ils surveillent les autres pour voir si les autres non, ne tombent pas dans le piège, etc. Donc nous avons tous une relation. Donc, père, non, le non, nous l'avons tous reçu. Nous savons tous que c'est interdit. Est-ce une jouissance de castrer la mère? Non, c'est quelque chose qui va nous constituer, non? Je veux dire c'est quelque chose parce que castrer la mère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire humaniser ma maman. La rendre, ma maman, ça devient une femme, ça devient, non? Une autre comme moi, qui est comme moi, et je m'humanise en même temps. Parce que c'est une humanisation, je deviens mortelle, elle devient mortelle, et donc nous avons une relation qui est bien plus humaine que celle que je prétends en voulant que ma mère soit une chose qu'elle n'est pas. Parce qu'en fait, entre êtres humains, non, ce qu'on doit faire, c'est pouvoir accepter que l'autre, il est comme il est, que moi, je suis comme je suis, que grâce à la psychanalyse, je peux réussir à modifier certaines choses. D'accord. Ça, c'est une grande possibilité que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle et que tout le monde n'a pas eu. Mais que nous avons cette possibilité aujourd'hui de pouvoir utiliser les services d'un psychanalyste pour pouvoir justement non, abandonner certaines idées. Abandonner certaines idées. Mais bon, c'est un travail. Dans tous les cas, c'est un travail et c'est un travail. Et que je repensais à la question qu'avait posée Olivier en disant est-ce que on peut passer par la castration et dire ça y est c'est fini, ça y est je suis passé ou j'ai fait 20 ans d'analyse et maintenant je suis libérée. Je pense que il y a après 20 ans d'analyse par exemple, après 20 ans d'analyse, après il y a la dette. Non, il y a la dette que nous avons avec la psychanalyse. Et ça, c'est important de le reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent oui, oui j'ai utilisé les services, j'ai payé, allez, salut, au revoir. Donc, comme s'il s'agissait de non, mais la psychanalyse m'a transformée. C'est pas qu'elle m'a acheté une jolie robe. Elle m'a transformée. Donc, j'ai une dette avec la psychanalyse. Donc, il y a un travail, non, qu'on pourrait dire que peut-être que on dit, par exemple, dans une école ou dans l'école de psychanalyse de Grupo Celo, on dit que en fait, les psychanalystes, le travail qu'ils doivent faire, c'est travailler pour former de nouveaux psychanalystes. C'est que nous avons une dette. Alors on va dire, bon d'accord, nous travaillons comme psychanalystes, donc c'est normal que nous ayons cette dette. Non, au plus acceptable. Mais je pense que tout le monde, on a tous une dette. Alors après, chacun va la payer symboliquement,
non? D'une façon différente. Mais je pense que c'est ça qui nous permet de nous maintenir, de continuer notre relation avec ça. De pas se laver les mains en disant voilà, j'ai fait ça, maintenant c'est bon, allez, au revoir. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important de payer cette dette que certains ont avec la psychanalyse. C'est très important. Pour le sujet, hein, pour le sujet lui-même, pour le sujet lui-même, de se rendre compte de tout ce qu'il a reçu, parce que ce qu'il a payé, c'était quelque chose, mais la vie que la psychanalyse lui a donnée, c'est bien plus que ce qu'il a payé. C'est bien plus que ce qu'il a payé. Bon, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo d'aujourd'hui. Nous continuons la semaine prochaine et je crois que la semaine prochaine, nous allons parler, pour continuer avec le sujet de l'angoisse, nous allons parler des phobies, qui est quelque chose qui est très intéressant et qui est bien plus ample qu'aussi, encore une fois, que ce que nous pouvons imaginer. Donc, merci pour votre participation, merci de partager sur vos réseaux et merci de dire que vous aimez la page pour que nous continuions à être plus nombreux. Donc, on continue mardi prochain. Bonne continuation à tous et bonne semaine. Au revoir et merci. Je ne vois pas les messages, ils se sont été bloqués. Je suis désolée. Donc, merci à tous et je regarderai les messages après. Merci. Allez, au revoir. Bonne soirée. Ciao.